Il y a donc des stoïciens qui pensent que le monde est un Dieu unique et agissant, ce qui justifie les cultes qui lui sont rendus traditionnellement. Les épicuriens, de leur côté, admettent l'existence des dieux, mais considèrent qu'ils ont atteint l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble. Il n'y a donc pas de justification pour les cultes, puisqu'ils n'auront aucun impact sur des dieux qui ne peuvent être troublés. Nous avons ici répondu à la question qui donne son titre à l'ouvrage. Mais le sujet qui me semble le plus intéressant est sous-jacent. Le discours sur la nature des dieux ne fait pas à lui seul l'intérêt de ce livre. Les arguments qui sont employés pour défendre des points de vue opposés sur un sujet grave et profond y contribuent aussi largement. Les 3 citations qui suivent utilisent un langage propre à la logique. Les mots sont caractéristiques, mais on peut y voir des erreurs. La frontière entre la philosophie, qui obéit scrupuleusement à la logique, et la rhétorique, d'un autre côté, qui s'autorise certaines transgressions pour faire valoir les intérêts de l'orateur, n'est pas toujours évidente. L'ambiguïté peut être une couverture de sincérité pour masquer des intentions malveillantes, mais elle peut aussi être la maladresse d'une personne honnête. La question de la logique sera approfondie dans une prochaine série de vidéos, car le sujet a toujours été fondamental, les discours publics contemporains le mettent à mal autant qu'ils ont sapé les croyances partagées. Première citation. Les logiciens enseignent que dans toutes les propositions disjonctives, de la forme telle chose est ou n'est pas, l'une des deux affirmations est vraie. Épicure a craint que si l'on admettait une proposition du type « demain Épicure sera en vie ou ne sera plus en vie », l'un des termes de l'alternative ne devint nécessaire. Aussi a-t-il nié le caractère nécessaire de la proposition entière « cela est ou n'est pas ». Que pouvait-on dire de plus stupide ? Ici, ce sont les stoïciens qui accusent Épicure de manquer de logique. En réalité, Épicure aurait accepté le raisonnement, mais aurait rejeté qu'il y ait ou bien un processus déterministe faisant que Épicure sera en vie demain, ou bien un processus déterministe faisant qu'il ne vive pas. La disjonction logique n'empêche pas l'incertitude complète sur ce qui adviendra demain. Deuxième citation de Zénon, « Une partie d'un être dépourvu de sensations ne peut avoir de sensations. Or, les parties du monde ont des sensations, donc le monde n'est pas dépourvu de sensations. » Zénon semble ici oublier qu'une partie peut avoir une propriété que l'ensemble ne possède pas. Prenons l'exemple d'un volume de 10 litres d'eau. Si l'on s'en tient à l'affirmation de Zénon, puisque l'ensemble ne vérifie pas la proposition « faire 1 litre de contenance », alors aucune partie ne peut faire 1 litre de contenance, ce qui est absurde. Troisième citation. De même qu'il n'y a aucune différence entre ces deux affirmations, personne n'est en bonne santé et personne ne peut être en bonne santé, de même je ne comprends pas quelle différence il y a entre personne n'est sage et personne ne peut être sage. Ici, le problème est celui de la mesure d'une grandeur statistique sur un échantillon fini. L'absence d'occurrence dans un échantillon donné ne veut pas dire que la probabilité d'une occurrence soit nulle dans l'absolu. Étendre l'échantillon à d'autres individus peut permettre de trouver une occurrence ignorée jusque-là. Au-delà des erreurs de logique que l'on peut constater avec désolation chez bon nombre de philosophes qui pensent que la logique est un domaine des mathématiques, le cœur du débat entre stoïciens et épicuriens porte sur la notion de perception, comme en témoignent ces 3 citations. Il existe des corpuscules, les uns lisses, les autres rugueux, les autres ronds, certains anguleux et en forme d'hameçon, certains recourbés et pour ainsi dire crochus, qui auraient formé le ciel et la terre par des rencontres fortuites. On trouve ici l'expression d'une théorie des particules,
où les formes différentes expliqueraient des comportements différents entre les types de particules. Deuxième citation. Comment alors ces gens-là peuvent-ils prétendre que des corpuscules dénués de couleur et de toute autre qualité, dénués de sensibilité, ont formé par leur choc désordonné et fortuit un monde achevé, ou plutôt des mondes innombrables dont les uns naissent, les autres périssent à chaque moment de la journée? La description de ces chocs désordonnés, guidés par le hasard, ressemble à la thermodynamique statistique. Si le hasard ne semblait pas pouvoir aboutir à un monde qui semble bien ordonné, la théorie de l'évolution permet d'y répondre. Le hasard produit une multitude d'organismes, seuls ceux qui sont adaptés à leur environnement survivent. Troisième citation. Si les dieux n'existent que dans la pensée, s'ils n'ont aucune consistance, aucun relief, quelle différence y a-t-il à évoquer par la pensée un hypocentaure ou un dieu? Comment expliquer que, du même homme nous ayons, toi et moi, des images différentes, que nous en ayons d'êtres qui n'ont absolument jamais existé, ou pu exister, comme Scylla ou la chimère, ou de personnages, de villes, de lieux que nous n'avons jamais vus? Comment se fait-il qu'une image soit à ma disposition dès qu'il m'en prend fantaisie, ou qu'elles viennent sans que je les ai appelées lorsque je dors? Vous ne vous contentez pas d'imposer vos images à nos yeux, vous les imposez aussi à nos esprits. Voilà comment vous diffusez votre babil en toute impunité. Pragmatique, les stoïciens pensent que le monde est théoriquement prédictible à condition de disposer de toutes les informations nécessaires, ce qui est impossible en pratique. Les épicuriens pensent que notre perception est systématiquement différente de la réalité à cause du mouvement aléatoire des corpuscules et que nous ne disposons que de perceptions de la réalité qui nous empêchent d'en dire quoi que ce soit. La situation ressemble aux polémiques alimentées par la montée d'une certaine zététique, qui remet systématiquement en question la validité de ce qui lui est présenté comme un fait. En ramenant tous les raisonnements aux faits qui en sont les prémices, puis ces faits à la perception qui a permis de les constater, il est possible de ramener tout débat à une question de perception. On peut ensuite clore le débat en affirmant que deux perceptions peuvent être contradictoires sans pour autant que l'une au moins des deux soit erronée. On décrira alors la recherche d'une vérité objective représentant la réalité comme un refus de comprendre la complexité d'un monde constitué de juxtapositions de perception de la réalité. Les sciences naturelles, qui constatent le réel pour ensuite chercher à l'expliquer, sont ainsi des atavismes dépassés, voire des archaïsmes nauséabonds. Comme il n'y a plus de réalité objective susceptible d'obtenir un consensus, il ne reste plus que des subjectivités plus ou moins partagées. Chaque communauté, comme celle que l'on trouve sur les réseaux sociaux ou celle que certaines associations prétendent représenter, est libre de se regrouper autour d'une perception donnée et d'agir comme celle-ci était une réalité que chacun doit reconnaître pour aussi vrai que n'importe quelle autre. On s'étonnera ensuite de l'absence d'accord sur les faits dans un monde de fake news et sur l'absence de vivre ensemble entre des communautés qui excluent du champ de ce qu'elles reconnaissent comme rationnel les perceptions qui viennent nuancer les leurs. Plusieurs conclusions à cet ouvrage, à la lecture de cet ouvrage. La zététique contemporaine est un retour à l'époqué, c'est-à-dire la suspension du jugement. La solution classique aux problèmes posés par l'époqué est l'épitone, qui consiste à considérer comme vraie la proposition parmi celles qui sont faites la plus probable. Au passage, il est intéressant de rappeler que c'est ainsi qu'est né le concept de probabilité. Les Grecs parlaient de pitane, Cicéron traduit en latin par probabilitas. La frontière entre philosophie et rhétorique est d'autant plus ténue qu'on adopte cette méthode pour reconnaître la vérité. La rhétorique va dès lors être utilisée par les philosophes pour que leur thèse semble être la plus probable et ainsi être tenue pour vraie.
Troisième conclusion, le pain et les jeux ne suffisent pas à éviter les guerres civiles. Il faut aussi des rituels communs ancrés dans une perception du monde. En termes plus contemporains, le pouvoir d'achat ne suffit pas à créer du vivre ensemble. Les rituels communs ne semblent plus exister qu'à l'intérieur de communautés séparées. Chacune a sa perception du monde. On pourra remarquer que cette communautarisation des perceptions, qui prépare le séparatisme, est facilitée par des réseaux sociaux au communautarisme revendiqué, par la possibilité de créer des groupes et par l'orientation vers des contenus similaires par les algorithmes de suggestion de contenu, qui sont la première source d'information pour beaucoup de monde. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.